Bonsoir à tous. Désolé, il y a eu un petit souci technique. Du coup, euh, ouais, juste un moment, je vais repartager mon écran. Un moment. Je dirais, est-ce que tu pourrais me passer la main en tant que host pour que je puisse partager l'écran? Ok, je le fais tout de suite. Oh, Make a host. Yes, ok, tu es host maintenant. ok, parfait. Est-ce que là, vous pouvez voir mon écran? Les gens peuvent écrire dans Ok. le chat hein, s'ils voient ton écran. Ouais, ouais, là, ils me l'ont dit, ils peuvent voir mon écran. C'est donc Ok, parfait. Ouais. super. Du coup, bon, vu que nous ne sommes pas nombreux pour le moment, bon, je vais commencer par une petite introduction. Moi, c'est Cédric Photo. Je suis senior machine learning engineer dans une entreprise qui se spécialise dans le domaine de l'assurance appelée Compare de Market. Et j'ai 6 années d'expérience en programmation Python où je faisais principalement du big data, du machine learning et de l'analyse de données. Donc là, c'est ce que j'ai pu couvrir avec mes compétences en Python. Mais l'un des points forts du langage de programmation Python, c'est le fait que c'est un langage en fait très généraliste. On peut l'appliquer soit dans le domaine de l'analyse de données, dans le domaine de l'automatisation, du développement des sites web, du développement des logiciels. C'est un langage très simple d'utilisation, très facile à apprendre et vraiment très, très générique, quoi. Comme je disais, ce cours est un cours de base de programmation générale et qui sera appliqué plus particulièrement au langage de programmation Python. Et avant de commencer, j'aimerais déjà un peu jauger vos niveaux. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, soit le dire à haute voix, soit écrit dans le chat, quel est votre niveau d'expérience en programmation et en Python en particulier, si c'est aucune expérience ou expérimenté, juste pour moi, question de savoir comment jauger la formation. Vous pouvez directement unmute et parler aussi, il n'y a pas de souci. Ouais. Enoch Matadi, lui, il a dit aucune expérience. Et les autres? Oui. Ok. Didier Lambeau, aucune expérience. Et Bernard, débutant. Ok, ça tombe bien. Du coup, j'essaierai d'expliquer le maximum d'informations. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Déjà, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'installer Anaconda, comme je l'avais demandé. Je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que pendant la formation, de temps en temps, je vais passer à mon notebook juste pour vous montrer des exemples. Et en parallèle, vous pourrez également jouer sur votre ordinateur. Je me dis, c'est peut-être le meilleur moyen d'apprendre au fur et à mesure qu'on ira de l'avant. Du coup, bon, est-ce que vous avez eu l'occasion d'installer Anaconda? Est-ce que vous avez pu le faire? Oui, pas encore pour Bernard et les autres. Ok, certaines personnes sont en cours d'installation. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des soucis pendant l'installation. Et pour Bernard, il peut également le faire maintenant. C'est assez rapide parce qu'en gros, il suffit d'aller sur ce site internet Anaconda et là, choisir la version à télécharger en fonction du système d'exploitation. Et après, tout le reste, c'est pratiquement direct. Pourquoi est-ce que je vous ai fait installer Anaconda? C'est parce que nous allons utiliser un outil qui s'appelle Jupyter. Jupyter, c'est ce qu'on appelle un notebook. Un notebook est une forme de document
dans lequel vous pouvez écrire du code et afficher des résultats en même temps. C'est assez pratique et très simple d'utilisation, comme on le verra tout à l'heure quand je partagerai mon écran, quand je partagerai mon notebook. Et c'est ce que j'utilise au quotidien, que ce soit en entreprise, même des fois pour faire des présentations, c'est très pratique en fait. Bon, là, ce sont juste les instructions d'installation. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des soucis par rapport à ça. Sinon, ouais, plus tard, je vous ferai voir comment lancer Python. Déjà, on peut commencer vraiment par les bases, les variables et les types de données. Cette partie, c'est vraiment la base de toute programmation parce que qui dit programmation dit manipulation de chiffres, manipulation de valeurs. Et l'élément de base est une variable. En fait, une variable est un objet dans lequel on stocke des valeurs. Dans ce cas, par exemple, nous avons la taille et le poids qui sont deux variables dans lesquelles nous stockons 1,79 m pour la taille, 68,7 pour le poids. C'est un peu comme ça que les variables sont utilisées et durant toute la programmation, l'objectif sera de combiner ces variables d'une manière spécifique pour pouvoir résoudre un problème en fait. Ce qui fait que dans tout ce que vous ferez, il faudra utiliser des variables. Donc, c'est ça en fait la définition d'une variable, un objet dans lequel on stocke une valeur, que ce soit un chiffre, une chaîne de caractères, ainsi de suite. Après, parlant des opérations, il y en a plusieurs, mais là, ce sont les opérations principales qu'on connaît tous. Addition, soustraction, multiplication, division et la puissance. En fait, quand on veut élever au carré au cube, c'est ce symbole, le symbole de multiplication deux fois pour élever un nombre à, je sais pas, au carré ou au cube, ainsi de suite. Donc, là, on prend un exemple. Nous avons la taille 1,79 m et le poids 68 kg. Et on aimerait installer, par exemple, on aimerait calculer l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, là, peut-être ce serait mieux que je le fasse ici. Est-ce que vous parvenez à voir mon notebook? Juste un petit message si vous parvenez à voir le notebook. OK, parfait. Du coup, bon, déjà, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour accéder au notebook pour que vous puissiez le faire vous également. La première chose à faire, c'est déjà d'ouvrir Anaconda au niveau de notre launch pour lancer le notebook. Quand vous cliquez là-dessus, bon, je vais recliquer à nouveau. Bon, si je reclique, ça va. En fait, quand vous cliquez, ça va vous afficher quelque chose de ce genre. Moi, par exemple, ça va m'afficher cette page. Déjà, si vous pouvez essayer de lancer Anaconda, de lancer Jupyter Notebook pour avoir cette page, ce serait pas mal. Faites-moi savoir si vous parvenez à lancer cette page. OK. Et lorsque vous parvenez à lancer cette page, ce qui serait des fois intéressant, c'est de créer un répertoire dans lequel travailler. Ce que moi je fais, bon là j'ai le répertoire projet dans lequel j'ai mes projets, formation, Python. Je clique juste pour naviguer dans les répertoires. Et dès que j'arrive ici, vous avez ce bouton New qui vous permet de créer soit un notebook, soit un fichier ou un répertoire. Du coup, si vous voulez créer un répertoire dans lequel vous allez sauvegarder tous vos devoirs, il faudrait cliquer sur Folder. Donc là, vous cliquez sur Folder pour créer un répertoire et vous aurez quelque chose de ce genre, un nouveau dossier en français. Et vu que ce n'est pas pratique d'avoir quelque chose sans nom, une fois que vous avez le nouveau dossier, vous cliquez sur cette case pour sélectionner le dossier. Et ensuite, vous cliquez ici pour le renommer, pour changer de nom. Là, je vais cliquer, je vais peut-être faire exercice. Du coup, renommer, et là, ça s'appelle exercice.
Là, dites-moi si vous avez pu le faire ou si vous avez des questions pour que je reprenne la démarche. Voilà, j'attends que vous ayez créé votre dossier. Vous me dites quand vous l'avez créé. Et là, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à écrire ou à me le dire directement pour que je puisse vous aider. Ouais, pour certaines personnes, le setup a un coût de téléchargement. Et pour les autres, bon, là, j'attendais que vous êtes prêts. Faites-moi savoir là. On pourra avancer. Et en cours de téléchargement. Là, j'attends parce que le fait de le faire en même temps que moi, ça vous permettra de mieux assimiler ces concepts. Donc, ouais, ce serait une bonne chose qu'on avance ensemble dans ce... OK. Du coup, bon, je vais donc avancer avec les explications. Après, chacun pourra répéter en regardant la vidéo. Donc, une fois que vous avez vos dossiers exercices, là, pour créer un notebook, parce que là, nous avons besoin d'utiliser le notebook, il faudra cliquer sur New ou Nouveau, Python 3 en fonction de votre version de Python. Cliquez là-dessus. Et là, vous aurez un notebook qui sera ouvert. Après, ce qu'il faut faire, c'est changer le nom du notebook parce que pour le moment, c'est sans titre. Vous pouvez dire là, exercice. Là, vous avez le notebook exercice 1. Du coup, si je retourne en arrière, vous voyez là, exercice 1, point, l'extension du notebook. Donc, c'est dans ce notebook que nous allons travailler. Du coup, si je reviens au cours, quand je parlais des variables, j'ai donc dit les variables sont des objets dans lesquels nous stockons des valeurs. Ici, nous avons la taille 1,79 m et le poids 68,7 kg. Et juste une petite précision, en programmation, généralement, la virgule est symbolisée par un point. Ce n'est pas la virgule. Du coup, quand on dit 68,7 kg, c'est 68,7 kg. Et là, j'ai ma taille, j'ai le poids. Si je souhaite afficher la taille et le poids en Python, la fonction qui permet d'afficher des valeurs ou du texte s'appelle print. Il faudra faire exactement comme j'ai fait là. Vous avez print, là, vous mettez en double quote tout le texte que vous voulez afficher. Et après, bon, je préfère cette syntaxe même. Là, je vais vous montrer directement celle-ci. Elle est beaucoup plus pratique. Au moment, je vais vous l'expliquer. En fait, quand on veut afficher du texte, vu qu'on aimerait afficher du texte et nos variables en même temps,
Ce qu'on fait en Python, on va faire F, ensuite créer des doubles quotes. Je refais la print F, je crée des doubles quotes. Dans les doubles quotes, j'écris mon texte. Voici la taille. Là, j'ai écrit mon texte, voici la taille. Maintenant, j'aimerais afficher la valeur du texte, le contenu du texte. Du coup, ce qu'on fait, ce sont ces accolades et taille. Dans les quotes, c'est comme ça marche. Et dans Jupyter, pour pouvoir exécuter une cellule, il faut cliquer sur Run, cette case. Vous voyez, là, dès que je clique, la taille est de 1,79 m. Voici la taille, 1,79 m. Le poids est de 68,7. C'est comme ça que ça marche. Un autre moyen d'exécuter cette cellule, je vous fais voir, c'est aussi intéressant. Sur votre ordinateur, vous pouvez appuyer sur le bouton Shift, Entrée. Shift, ce large bouton qui est juste sur Entrée. Et là, vous avez le résultat. C'est également pratique. Donc, c'est ça le concept de variable. Ensuite, on fait un petit saut sur la présentation avant de revenir dans le notebook. Là, nous avons vu ce que c'était qu'une variable. Après, nous avons l'indice de masse corporelle, en anglais Body Mass Index, qui est égal au poids divisé par la taille au carré. Voici comment cela s'écrira en programmation. Le poids, la barre de division, la taille. Et comme je l'ai dit au départ, pour élever une valeur au carré, c'est fois 2. Et là, nous avons cette valeur qui s'affiche là. Un autre moyen de le faire, nous pouvons également stocker le résultat de poids divisé par taille au carré dans une autre variable, dans ce cas BMI, qui nous donne ceci. Du coup, là, je vais donc retourner dans le notebook. Ici, nous avons le poids divisé par la taille au carré. Un moment, je refais ça juste rapidement. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. Et la taille, on aimerait calculer l'indice de masse corporelle. Donc là, je fais poids divisé par taille au carré. Et ce carré s'applique uniquement à la taille. Et donc, quand je fais ceci, je stocke le résultat dans IMC, ce qui fait que pour vous montrer que c'est exactement le même résultat, normalement, ce n'est pas conseillé de faire des expériences en live, mais bon. Donc là, ici, j'ai une première version où je fais poids divisé par taille au carré directement et une seconde version où j'affiche le résultat de IMC que j'avais calculé au départ. Et quand j'exécute, vous voyez, ça affiche exactement le même résultat. Bon, je vais écrire l'indice de masse corporelle. Ouais, et de... Donc, c'est divisé par la taille au carré. Et cela nous permet d'éviter d'avoir à traîner des grosses formules parce qu'il se peut, par exemple, qu'on voudrait plus tard faire IMC fois une autre valeur, je ne sais pas, IMC fois 5, par exemple. Là, nous avons le résultat. Si on n'avait pas stocké cette valeur dans IMC, on aurait été obligé de faire quelque chose de ce genre. Poids divisé par taille au carré, le tout fois 5, ce qui est assez lourd. Donc, c'est beaucoup plus convenable de stocker les résultats dans des variables et d'utiliser ces variables pour la suite. Après, un autre point très intéressant en programmation, c'est ceci. Il y a ce concept de parenthèse. Il faut des fois faire très attention avec les parenthèses parce que ça peut être trompeur. Si je fais ceci, poids divisé par taille, le tout entre parenthèses au carré, évidemment, ça donne un autre résultat parce qu'ici, la parenthèse détermine l'ordre de priorité d'exécution des résultats. Dans ce cas, avec cette parenthèse, nous sommes en train de faire le poids divisé par la taille, le tout au carré. Or, si nous voulons retrouver la bonne formule, soit nous faisons comme ceci, mais très souvent, ce qui est conseillé, c'est de faire
quelque chose de ce genre. Le poids divisé par, parenthèse, la taille au carré. Ces parenthèses nous font comprendre que nous devons d'abord faire la taille au carré avant ensuite de faire le poids divisé par son résultat. Ouais, là, nous avons le même résultat que nous avions là-haut. Un autre point avant de passer aux questions, s'il y en a, cette variable IMC, on peut la modifier. Supposons que la personne change de taille. Pour une raison lambda, la personne passe d'1,79 m à 1,68 m. L'indice de masse corporelle, cette valeur IMC que l'on avait calculée au départ, bon, disons, je ferai comme ceci, je fais comme ceci. Je fais l'indice de masse corporelle avant, l'indice de masse corporelle précédent. L'indice de masse corporelle final. Donc là, comme vous voyez, ici, nous avions un indice de masse corporelle de 21 parce que nous avions comme taille 1,79 m et poids 68 kg. Maintenant, nous décidons de changer la taille pour 1,68 m. Qu'est-ce qui se passe? Cette valeur de indice de masse corporelle va être modifiée à cause de cette taille qui a changé. Donc, quand je vais exécuter cette cellule, selon vous, quelle sera la valeur de ce IMC? Selon vous, vous pouvez écrire dans le chat. Là, si vous avez une réponse, vous pouvez juste proposer. Est-ce que cette valeur IMC sera égale à 21, exactement 21,44 parce que pour le moment, IMC n'a pas encore été modifié. Et maintenant, est-ce que cette valeur de IMC sur cette ligne sera la même que celle-ci? Ah, bon, là, il y en a qui travaillent au même moment que moi. OK, j'essaierai d'aller beaucoup plus lentement. Bon, déjà, j'explique juste ceci, après, on essaye de refaire le point. Déjà, cette valeur de IMC est égale à celle que nous avions dans les cellules précédentes parce que la valeur n'a pas été modifiée. Mais à ce niveau, nous avons changé la taille. Ce qui fait donc que IMC serait égal au poids initial divisé par la nouvelle taille. Du coup, si on exécute IMC au départ, parce que la taille a changé entre-temps. Donc là, c'était juste pour vous montrer un peu comment fonctionnent les variables et les opérations. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou si vous voulez que je revienne sur un point en particulier, n'hésitez pas. OK. Et je sais que M. Didier m'avait dit qu'il était un peu en retard. Est-ce que là, c'est bon? OK. Du coup, juste pour faire un résumé, comme je le disais, je retourne sur le slide. Juste pour faire un résumé, comme je disais, c'est qu'en programmation Python, on aura des variables. Il faudra utiliser des variables pour pouvoir stocker nos valeurs. Et des variables vont être combinées entre elles en utilisant des opérations. Et très souvent, pour éviter d'avoir à traîner de grosses opérations, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de stocker les résultats dans des valeurs intermédiaires, comme ici, BMI égale au poids divisé par la taille au carré. Donc, en gros, c'est ça. Si vous avez une grosse formule à appliquer, au lieu d'écrire
toute la formule d'un coup. Des fois, il serait beaucoup plus judicieux d'écrire des petits bouts d'opération pour quelques parties de la formule et uniquement à la fin, combiner ces éléments pour obtenir le résultat final. Un peu comme ce que je vous ai montré. euh, je pense que c'était ici quand je faisais ceci fois 5. IMC fois 5, parce que IMC a déjà été calculé là. Donc, c'était là pour cette première partie. De toutes les façons, j'ai prévu de petits exercices pour cette première partie. Voici le premier exercice. Là, nous avons un terrain de football ayant pour longueur 100 mètres et pour largeur 60 mètres. Cyril, Oui, Monsieur Cyril, en travaillant, j'ai découvert que donc, même le minuscule, majuscule, ça compte. Donc, oui. lorsque vous avez écrit en majuscule et lorsque vous voulez faire le run, il faut être assuré que vous avez aussi écrit la formule en majuscule. Dès que vous changez majuscule, minuscule, vous mélangez, ça ne donne pas, ça fait erreur. Ah ouais, ça c'est un très bon point parce que c'est ce qu'ils appellent case sensitive en fait. En Python, les variables, déjà, on ne devrait pas avoir d'espace dans des variables. Il ne faudrait pas avoir d'accent. Quelque chose de ce genre. IMC, ce n'est pas faisable en Python. Là, même si je fais IMC égale 5, là, j'aurai une erreur parce que ce n'est pas faisable. Et aussi, si j'essaye de refaire IMC, mais avec I en majuscule, ça ne le fait pas parce que en Python, IMC avec I majuscule ou I minuscule, ce sont deux variables différentes. Et généralement, il est préférable d'avoir des variables écrites toutes en minuscules. Ou bien, supposons qu'on voudrait écrire indice de masse corporelle en intégralité. Ce sera comme ceci. Vous avez le choix entre faire comme ceci, indice de masse corporelle, ou bien indice de corporelle. Donc, soit vous mettez la barre du 6 des underscores entre les différentes valeurs, ou bien vous utilisez cette méthode d'écrire des noms des variables qui est appelée camel. En fait, en gros, au début de chaque nouveau mot, commencez par une majuscule tout en collant les mots, quoi. Donc, vous avez le choix entre ces deux valeurs, mais définitivement, le langage Python fait bien la distinction entre les majuscules et les minuscules et une même variable ne peut pas se considérer en étant écrit avec des majuscules et des minuscules en même temps. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup pour ce point. C'est un excellent point. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe à l'exercice? Oui, monsieur le formateur, Oui. je viens à peine d'entrer en ligne. Alors, vraiment, je m'excuse. Hein. Je pose une question, peut-être que c'est une chose qui a déjà été dite par les amis. Je voulais savoir, en rapport avec cet environnement, donc tous nous allons utiliser cet environnement ou on peut choisir un autre environnement pour faire les exercices ensemble avec vous. Alors, vous pouvez choisir un autre environnement. J'ai pris celui-ci parce que c'est un environnement très simple d'utilisation. Comme vous le voyez, là, nous avons le code et le résultat qui apparaît juste en bas. Et c'est l'un des outils les plus utilisés. Du coup, c'est quelque chose d'assez commun que vous verrez un peu partout. Et il est vraiment très pratique, mais vous pouvez choisir n'importe quel outil. En fait, celui-ci est juste optionnel. Il y en a beaucoup d'autres. Spider, PyCharm, il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais envoyer la liste des autres outils si vous voulez. Merci. Merci pour la question. D'autres questions? Ouais, si nous aurons aussi le temps d'avoir vos fichiers ici que vous travaillez avec nous, ce sera possible si vous pouvez aussi nous les envoyer.
Ces Oui, fichiers ici, c'est enregistré. vous parlez de ces exercices, de Oui, ce... oui. Bon, par exemple, tous les fichiers seulement. Parce que peut-être lorsque on est en retard, on dit, bon, on a déjà compris, mais lorsqu'on va vouloir peut-être le faire seul, des fois, si on peut oublier, on peut regarder comme ça. Pas de problème. Là, je vais dans l'exporter et vous les faire transmettre. Il n'y a pas de problème. OK. D'accord. OK. Du coup, là, nous pouvons donc passer à l'exercice. Là, c'est le premier exercice assez simple. L'objectif est de calculer la surface et le périmètre de ce terrain de football, sachant que la longueur est de 100 mètres et la largeur de 60 mètres. Là, disons, on se donne peut-être 2 minutes pour le faire. Et n'hésitez pas à me faire signe si vous avez des questions. Là, ces, j'affiche juste ces exemples pour vous aider. La longueur, c'est combien? La longueur, 100 mètres et la largeur, 60 mètres. Et vous avez dit, on calcule quoi? On calcule La surface, je reviens sur ça. La surface du terrain ainsi que son périmètre. Voilà, encore 1 minute et après, je vous montre la solution. OK. Est-ce que vous avez pu le faire? Bon, là, je vais partager la solution. Bon, là, je vais partager la solution. Après, cet exercice est plutôt assez simple. Donc là, la formule elle est simple. Surface égale longueur fois largeur. Et pour le calcul du périmètre, comme je l'ai dit, en fait, là, il faut mettre des parenthèses. Longueur plus largeur, le tout fois 2.
Parce qu'on faisait uniquement longueur plus largeur fois 2, c'est la largeur uniquement qui serait prise en compte. Donc là, si je l'exécute, nous avons ceci. La surface est de 6000 mètres carrés et le périmètre de 320 mètres. Là, est-ce que vous avez des questions pour cet exercice? OK. Là, nous avons un second exercice un petit peu plus compliqué, mais il est tout aussi simple. Ici, il s'agit de calculer le volume de ce cône. Là, vous avez la valeur du rayon, de la hauteur et de pi, qui est de 3,14. Et voici la formule du volume. Là, si vous pouvez essayer de calculer. On a fini l'exercice 1. Ah, d'accord, OK. Du coup, Non, 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 je demandais si parce que j'étais un peu à côté là. On a fini l'exercice 1 ou bien on est toujours dessus? oui, oui, là, c'est l'exercice 2. L'objectif est de Bon, calculer. Et de faire les deux, hein? Non, là, nous sommes sur l'exercice 2, où l'objectif est de calculer le volume de ce cône. Du coup, l'exercice 1, nous l'avons terminé. Et l'exercice 2, il s'agit d'écrire cette formule-ci et de trouver le volume pour ces trois en fait, valeurs. le problème en est que vous voyez comme moi, je viens en train de terminer l'exercice 1. Parce que il est très difficile d'aller à votre rythme parce que nous, on a encore des débutants, on doit tout réécrire. Vous voyez un peu. Ça Ouais. prend un peu de temps par rapport aux 2 minutes que vous donnez. Moi, c'est Ah, à peine que je viens de finir l'exercice 1 et puis tout, en tout cas, c'est OK, OK. ouais. En fait, c'est pour ça que n'hésitez pas à me le dire directement pour que je sache à quel niveau vous en êtes. Et ça me OK. permet de savoir si je dois avancer ou pas. Du coup, là, si vous avez terminé l'exo 1, bon, pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, là, c'était la solution de l'exercice numéro 1. La surface égale à la longueur fois la largeur, simplement. Et par rapport au périmètre, nous avons dit longueur plus largeur, le tout fois 2. Ce sont ces parenthèses, en fait. Il faudrait veiller à bien mettre les parenthèses avant de multiplier par 2, sinon on obtient un tout autre résultat. Du coup, c'est ça pour le premier exercice. Et donc, pour le second exo, c'est ce volume qu'il faudrait calculer. Du coup, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions, des blocages, des difficultés. Voilà, que je vous aide.
Là, ceux qui auront terminé, s'ils peuvent écrire leurs réponses dans le chat, ce serait bien de comparer nos résultats à nous tous pour voir si on l'a bien fait. Comment est représentée la division dans la formule? Ah ouais, le symbole de la division, Oui. je vous le montre. C'est ça en fait, juste ça. Ah. Ouais. Là, OK, vous pouvez remettre la formule. d'accord. Est-ce qu'il y en a qui rencontrent des difficultés? En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez une quelconque question.
Ici, juste le problème est de savoir où exactement placer le parenthèse. C'est ça maintenant. C'est l'une des Oui, complexités de ce c'est cas. ça qui bloque ici, savoir où vraiment placer parce que j'ai déjà essayé des fois, je ne trouve pas. Donc, c'est au niveau du syntaxe ici qu'il y a un problème. Et les autres, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que quelqu'un a déjà pu obtenir le résultat? Oui, moi j'ai un problème avec mon environnement ici. C'est maintenant là que je tente maintenant d'installer l'environnement que vous avez là. Je crois que ça ne me prendra pas du temps et je veux me rattraper. Nous sommes ensemble, nous sommes en train de suivre. OK, pas de problème. De toutes les façons, vous pourrez revoir la vidéo plus tard et refaire l'exercice. Les exercices, pas de souci. Et pour les autres, ça me dit qu'hier, OK, du coup, là, je montre la solution et on pourra en discuter si vous avez des questions, si ça vous va. Oui, ça serait avantageux pour qu'on sache surtout comment on a placé aussi nos syntaxes. D'accord. OK, si on retourne au niveau du notebook, nous avons le rayon, la hauteur, et puis, et la formule était 1/3 fois pi fois le rayon carré fois la hauteur. Donc, c'est ça en fait. Pi fois le rayon carré, la Oh, hauteur, le tout divisé par 3. moi, c'est juste ce que je... Vous voyez juste la parenthèse au niveau du rayon ici. Donc, je prenais d'abord rayon entre parenthèses et puis je mets 2 stars et puis 2. C'est là où il y a eu un problème. Ah, ça peut Hein? être délicat parce que si vous faites ceci au Oui, carré, là, le 2 va multiplier la hauteur en fait. oh, C'est pour ça qu'il faut faire comme ça. Et ok. pareil, un autre point délicat, si vous faites 1/3 fois ceci, normalement, ça devrait marcher, mais ce n'est pas conseillé parce que c'est dangereux. Si vous ne faites pas attention aux parenthèses, il se pourrait que ce soit le 3 qui multiplie tout ce qu'il y a là. Et ça pose problème. C'est pour cela que moi, je préfère très souvent, quand il y a des dénominateurs, les séparer, avoir les numérateurs d'un côté et après juste faire diviser par le dénominateur. Donc, moi aussi, je vérifie comment est-ce que ça marche. Ouais. C'est bon. Du coup, je sais que M. Bernard m'a dit qu'il y avait une erreur. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez compris où était votre erreur? Et j'attends juste que les autres me disent si eux, c'est bon, s'ils ont compris et s'il y a des questions avant qu'on avance. Du coup, bon, j'imagine que tout est OK. Donc, OK. Du coup, là, nous allons avancer. OK, c'est bon. Du coup, bon, là, c'est un peu la solution. C'est une autre manière de faire la solution. Là, bon, 1/3 fois pi fois tout, là, ça va. Le numérateur d'un côté et les dénominateurs de l'autre côté. Donc,
c'était ça pour cet exercice. Maintenant, il faut voir les types de données parce que là, nous avons joué avec plusieurs variables. Mais les variables ont des types. Là, nous avons des entiers naturels comme 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Après, nous avons des nombres décimaux, des nombres avec virgule. Et je rappelle, la virgule, en fait, en programmation, c'est le point là qui sont appelés float. Après, nous avons des valeurs booléennes, true ou false, vrai ou faux, qui sont appelées bool. Et en Python, quand on écrit true ou false, c'est ça la particularité, c'est avec un T majuscule et un F majuscule, en fait. Donc là, ce sont deux des racks où vous verrez des valeurs écrites en majuscule en Python. Mais les booléennes, c'est true ou false, avec T majuscule et F majuscule. Après, vous avez des chaînes de caractères où on écrit du texte, comme bonjour, merci, ainsi de suite. C'est écrit str. Bon, là, je viendrai au comportement. Là, on retourne au notebook. Je fais une passe à nouveau sur tout. Là, nous avons des entiers, comme un jour de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est le 4e jour de la semaine. Là, jour de la semaine égale 4. Ça veut dire que jour de la semaine sera un entier. Et en Python, il y a également cette fonction qui permet d'afficher des types de données, la fonction type. Quand vous écrivez type entre parenthèses, la variable, là, ça va vous afficher son type. Int, par exemple. Donc là, ça vous dit que le jour de la semaine est de type int. Un moment, je voudrais essayer quelque chose. Ouais. Là, ouais, la valeur 4 est de type int. Le type c'est type de la variable. Ça, c'est un entier. Maintenant, nous avons ici le cas d'un nombre décimal. 3.14 pour 3,14. Et pareil, si nous faisons type de pi, là, nous aurons float, comme je vous l'ai dit en fait. Et après, je vous expliquerai pourquoi c'est important de faire attention au type. Après, ensuite, nous avons les valeurs booléennes ou false, vrai ou faux. Ici, il pleut égale false. Là, on vérifie le type bool. Ensuite, là, nous avons les chaînes de caractères salutation, bonjour ou bonsoir à ce moment. Là, si on vérifie le type str pour dire string, en fait, en anglais, une chaîne de caractères sera appelée string, d'où str. Et là, ces types sont très communs dans pratiquement ce que nous avons vu jusqu'à présent s'applique à tous les langages de programmation. Ce qui va changer, ce sera principalement la syntaxe. Maintenant, pourquoi est-ce que les types sont importants? Parce que dans les opérations que je vous ai montrées là, on ne peut pas, par exemple, faire la somme d'une chaîne de caractères avec un entier naturel. Là, ça va encore. Bon, nous allons faire juste un petit jeu. Ici, nous avons dit que le jour de la semaine est un entier naturel et que pi, qui est 3,14, est un nombre décimal float. Selon vous, est-ce qu'il est possible de faire la somme entre un entier naturel et un nombre décimal? Selon moi, je pense que non, c'est pas possible. Et les autres, une deuxième réponse. En principe, ça devrait être possible, mais peut-être en programmation, ce n'est pas possible. Mais normalement, 4 plus 3,14 devrait pouvoir nous donner 7,14. Effectivement, c'est possible parce que ce sont des nombres. Maintenant, on passe à ceci. Là, nous avons un nombre entier naturel et une chaîne de caractères. Selon vous,
Est-ce que c'est possible? Là, salutation égale bonjour. Et jour de la semaine, si je remonte là, c'était égal à 4. Non, non, c'est pas possible. Effectivement, c'est pas possible parce que l'opération plus ne peut pas s'appliquer à un entier naturel et une chaîne de caractères. C'est Donc là, comme mélanger le riz avec le macabo. voilà, ça a gâté. Donc là, c'est pas possible. Un troisième cas, salutation et personne. Est-ce que si nous faisons salutation plus personne, c'est possible? Oui, c'est possible. Effectivement, c'est possible. C'est ce qu'on appelle concaténation. Avec l'opération plus, on a la possibilité d'associer deux chaînes de caractères. Par contre, je ne crois pas que les autres puissent fonctionner. Moins, par exemple, ne fonctionne pas, quoi. Mais plus, clairement, c'est à faire de la concaténation. Donc, c'est plus ou moins comme ça qu'on utilise les différentes variables entre elles. Là, est-ce que vous... Concaténation, c'est ça le terme, n'est-ce pas? Exactement, concaténation. Là, je vais écrire ici. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au type complexe? D'accord. Là, je vais donc passer à la deuxième partie, les types complexes. Et là, nous allons maintenant voir comment faire pour tout mettre ensemble, utiliser des listes, parce que là, ce que j'ai montré, ce sont des bases, mais la plupart du temps, il faudra par exemple, vous aurez par exemple une liste de valeurs. Il faudra faire des opérations sur un ensemble de valeurs en même temps, pas uniquement sur une valeur. Là, il existe ce qu'on appelle structures de données, qui sont en gros des variables spéciales, des variables qui permettent de stocker plusieurs variables, valeurs à la fois. Donc, c'est là qu'on va. Et le premier type de données qu'on verra, ce sont des listes. En fait, les listes permettent juste de rassembler des valeurs dans une collection, comme on a ce cas A, B, C, qui est une liste. Et l'avantage d'une liste, c'est qu'elle peut contenir n'importe quoi. Ici, une liste peut contenir des chaînes de caractères avec des nombres décimaux. Ici, nous avons le nom des personnes et leur taille. Lise, sa taille, Emma, la maman, le papa. C'est free, quoi. Les listes également peuvent contenir d'autres listes. Ici, nous avons une grande liste qui contient des sous-listes. Ou pour une sous-liste, nous avons pour chaque personne la taille. Emma la taille, maman la taille, le papa la taille. Donc, en gros, la liste est une structure qui permet de contenir d'autres types de variables qui peuvent même être des listes également. Donc, en fait, en gros, c'est ça. Et son type, c'est liste. Là, quand on fait type égale liste. Du coup, allons juste sur le notebook pour que je vous le montre. Là, c'est beaucoup plus facile. Comme je l'ai dit, nous avons famille, nous avons liste, sa taille, papa, sa taille, maman, sa taille. Si nous essayons d'afficher, voici ce que ça donne. Donc là, on peut véritablement mettre n'importe quoi. Bon, là, je ne vais pas mettre ça là, mais par exemple comme ceci. Donc là, c'est le cas d'une liste. Et même à la suite, on peut même rajouter une autre liste de listes. Tom. Bon, on peut se lâcher avec une liste. Ce qui fait que c'est une structure qui permet de stocker des informations déjà assez complexes. Comme, prenons le cas, j'essaie de réfléchir à un exemple qui peut être pertinent. Ouais. Nous pouvons avoir quelque chose de ce genre. Dans une liste, on peut avoir des pays et leur population. Je ne sais pas, mettons la pays. Ici, nous avons, je ne sais pas, UK, le Royaume-Uni.
Je ne connais pas la population, disons 65 millions. La capitale, Londres. Après, on peut faire pareil. Je ne sais pas, Togo, population, je ne connais pas. Là, nous avons des listes. Donc, en fait, là, vous voyez déjà, vous pouvez stocker des données assez complexes et les manipuler d'une manière beaucoup plus efficace que ce qu'on aurait fait avec des simples valeurs. Bon, du coup, je retourne à ce que j'ai. Ouais, après, on verra ça. Donc, Peut-être là, un autre exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple pour les analystes de données, c'est par exemple un ensemble de villages avec leur population et ensuite leurs coordonnées géographiques. ouais, ça, c'est un très bon exemple. On peut même l'essayer là. Ici, nous avons, je ne sais pas, donnez-moi les noms des villages, en fait. Bon, on peut dire Bokenda. Bon, j'écris seulement le son, il faudra me pardonner. Mhm. La Bon, population, oui, tu peux mettre 16 000. la latitude. Ouais, Bon, on va juste mettre 32 000. et la longitude, je La sais pas, longitude, 62 000. 62 000. Ouais. Ouais. Ensuite, un autre village. Bon, je copie juste ça pour que ça aille vite. Vous avez un autre village. Oui, Ali beaucoup. Il lit beaucoup. Yes, Ali. Ali beaucoup. Ah, désolé, j'écris seulement le son. La population. Ah, elle lit beaucoup. Là-bas, c'est 6 000. Là, c'est 42 000. 42 000. Oui, et puis l'autre côté, tu as 72 000. Donc, là, on va appeler ça village. Du coup, on stocke dans une variable qui s'appelle village. Et là, ceci, du coup, si j'essaye d'afficher, nous avons ça. Ouais. Et on peut même, vu que la latitude et la longitude iront toujours ensemble, ce qu'on peut faire, au lieu de laisser la latitude et la longitude au même niveau que le village et la capitale et la population, on peut faire quelque chose de ce genre. Stocker la latitude et la longitude dans une sous-liste, par exemple. Pareil ici, stocker la latitude et la longitude dans une sous-liste. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Et d'ailleurs, même dans cette phase, on va se servir de ça comme exemple. Là, est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce niveau? Bon, Moi, Oui, oui, je vous écoute. oui, moi j'ai une question. Mhm. C'est par rapport à l'usage des accolades, guillemets, Ah ouais. si exactement ma question. Ok, ça ok. va. Ouais. Déjà, ces valeurs-ci, ces gimmicks, c'est principalement pour les chaînes de caractères. Ça, bon, déjà, en fait, ce que je vais faire ici, Est-ce qu'appliquer ça? Quand est-ce qu'appliquer ça? Quand est-ce qu'appliquer ça? ouais, entourer les chaînes de caractères. Bonne question de caractère. Si vous avez vu depuis, j'utilise ceci. Et en fait, on a les deux ou ceci. Ces gimmicks peuvent être utilisés de manière arbitraire, mais jamais ceci, ça ne marche pas.
En fait, on conseille d'utiliser le premier, c'est-à-dire c'est le double parce qu'à l'intérieur, tu peux mettre par exemple quelque chose qui a l'apostrophe. Donc, lorsque tu utilises le double, le deuxième là, tu peux par exemple mettre l'école à l'intérieur. Du coup, ça fait que, alors que si tu mets juste le simple, et à l'intérieur, tu mets l'école, ça va maintenant, ça va te donner un message d'erreur, quoi. Ouais, effectivement. Et là, d'ailleurs, on pourra l'essayer si je fais la print. Pour print, on met les doubles quotes Mhm. parce que c'est pour afficher une chaîne de caractères. Là, si je fais l'école, ça passe. Mais si après, là, je fais print, ça ne marche pas. Ouais. Là, c'est du même type. Un moment. Bon, je vais juste créer une nouvelle section ici. Et là, en fait, c'est là. Et créer juste une section séparée. Donc, déjà, ça pour entourer des chaînes de caractères. Ensuite, il y a ceci. Ceci est utilisé pour deux choses. Dans un premier temps, c'est pour insérer des variables dans des chaînes de caractères. Je vous montre un exemple. Supposons qu'on dit h égale 10. Prenons une chaîne de caractères, disons égale. Bon, même pas phrase, print. Disons non print. Disons Toto A. On fait comme ça. On met h. Mais comme j'ai dit, on met toujours le f au début des chaînes de caractères quand on voudrait insérer des variables à l'intérieur. C'est un peu comme ça. Après même. S'il vous plaît, Oui. j'ai une question. Donc, Oui. le F là, on le met juste si on veut insérer une chaîne de caractères. Si on veut insérer le f, on met si on veut insérer une variable dans une chaîne de caractères. Je vais vous montrer, je vous montre ça tout de suite en fait. Ça, c'est une très bonne question. Merci de poser toutes ces questions parce que oui, pour moi, oui, c'est naturel. Je ne vais peut-être pas capter. Ça, c'est un exemple sans f et un exemple avec f. Vous voyez, Toto a H1, Toto a 10 ans. Donc, le f au début permet d'insérer des variables. Oui. Ok. Et là, ce qu'on pourrait même faire, je vous montre un autre exemple ici. Texte. Je fais tout d'abord son frère jumeau. Son frère jumeau. Si je fais print, là j'écris en anglais texte. Texte 2. Dans les variables, on peut également mettre des chiffres comme ça pourvu que ce soit collé. Et là, ça commence par F. Et là, je mets H. Du coup, selon vous, quel sera le résultat de cette partie, cette portion? Qu'est-ce qui sera affiché? Est-ce que ça va afficher son frère jumeau à 10 ans ou bien son frère jumeau à H1? Texte, son frère jumeau. H. Pardon? Ça sera son Texte. frère jumeau à H. Exactement, parce qu'il n'y avait pas de F devant. Donc là, le tout premier, vu qu'il n'y a pas de F, c'est son frère jumeau à H1. Le second, parce que nous avons un F, son frère jumeau à 10 ans. Donc le F permet d'insérer des variables OK. dans des chaînes de caractères. Du coup,
Ça, point, c'est des variables dans des chaînes de caractères. Je mets en parenthèse précédé la chaîne de caractères d'un F. Je vais faire comment faire. Alors, je pense savoir comment faire un F. C'est un peu moche. Un moment. Je mets juste l'espace là. OK, donc c'est ça. Maintenant, ceci, c'est pour indiquer une liste. Permet d'indiquer une liste. Construire une liste. OK. Je mets de l'espace là. Oh, est-ce que vous voyez quelque chose d'autre que j'ai oublié? On a les parenthèses. Ah ouais, les parenthèses. Les parenthèses. Après aussi, ça, je vais rajouter ça, mais on le verra beaucoup plus tard. Symbolise un dictionnaire. C'est en fait, tout comme ceci est utilisé pour définir une liste, ce symbole est également utilisé pour un dictionnaire, mais ça, on le verra plus tard dans le cours. Les parenthèses, c'est très souvent pour des fonctions, disons, pour regrouper des opérations, comme on l'a fait pour ces calculs arithmétiques pour des parenthèses. B, des opérations. Ça, c'est encore utilisé aussi pour des fonctions. Pour passer, je l'ai dit, pour passer paramètres aux fonctions. Bon, les fonctions, on va les voir plus tard, quoi. Donc, quand je dis print, vu que j'ai dit print est une fonction, en fait, qui reçoit comme paramètre une chaîne de caractères. C'est pour ça. Aussi, type, ce qu'on avait ici, type est une autre fonction qui reçoit comme paramètre une variable. C'est pour ça qu'on a des accolades. Dans les fonctions, on les verra un peu plus tard. Mais c'est un peu ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK, du coup, j'essaye d'avancer, mais n'hésitez pas, si vous voyez ces petites subtilités, n'hésitez pas à me faire savoir, je vais m'attarder là-dessus. Et pour faire un commentaire, on utilise Ah, quel symbole? très bien, un commentaire, c'est ce symbole. Bon, c'est un peu ce que j'utilise, c'est un peu bon, pour des commentaires. Ne prêtez pas attention à ceci, en fait. Bon, je vais vous montrer pourquoi. Si je fais ça, ça va apparaître en gros parce que c'est la nature du texte. Bon, laissez-moi, je te fais ça, alors. Ouais, c'est plus simple. OK. Donc là, c'est pour les commentaires sur une ligne. Là, je vous montre avant de passer à l'autre type de commentaire. Il y a un commentaire. Maintenant, nous avons ceci. Tac, tac, tac.
notre texte. C'est pour des commentaires sur plusieurs lignes. Je vais vous montrer un exemple. Là, comme j'ai dit, ici, c'est un commentaire sur une ligne. Si j'ai envie d'aller à la ligne, ça ne marche plus. Du coup, pour aller à la ligne, avec ce genre d'expression, on se retrouve obligé de faire encore ceci, suite du commentaire. Mais en utilisant ces symboles, c'est différent. Ceci, bon, je vais effacer. Ceci est un commentaire. Après, suite du commentaire. Ouais, la différence. Du coup, là, bon, ici, ça va afficher, mais bon, là, disons, si je fais ici, print. Cellule. Je fais juste un print comme ça, arbitraire. Donc là, s'affiche cellule de commentaire. Comme vous avez vu, ça n'affiche rien. Cette partie n'a pas d'impact sur le code. Pareil ici, cellule de commentaire. Mais comme vous avez vu, en se servant de dièse, à chaque nouvelle ligne, on est obligé de répéter le dièse. Mais dans ce cas-ci, on n'en a pas besoin. On peut écrire un commentaire sur 100 lignes. Il sera directement pris en compte, quoi. Merci pour la question. D'autres questions? OK. Je pense que je prends ça pour le fait que tout soit OK. Bon, disons, pour les listes, vu que les listes, c'est quand même une partie assez costaude, je ne sais pas, est-ce que ça vaut la peine qu'on le commence maintenant ou bien que je vous laisse le temps d'assimiler les parties précédentes et la prochaine fois, on pourra attaquer les listes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. J'estime que vous nous accordiez un peu de temps pour le mettre à jour. Moi, par exemple, j'ai commencé en retard. Jusque-là, je n'ai pas vraiment un bon environnement que j'ai choisi. Le peu de temps me permettra d'opter pour un environnement et puis de me mettre à jour. OK, ça marche. Du coup, ouais, là, je pourrais vous envoyer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et la prochaine fois, on pourra directement attaquer à partir des listes parce que, bon, je pense avec les listes, les dictionnaires autres, ça devient beaucoup plus intéressant. Ce serait bien qu'on prenne vraiment le temps de bien faire et que vous ayez l'occasion de jouer un petit peu avec tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Si c'est bon pour tout le monde. D'accord. Du coup, des questions? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on arrête? OK, il n'y a pas de questions. Du coup, ouais, je vais donc essayer de vous passer